présenté par Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomène. Nous allons, pour commencer votre revue de presse, nous arrêter sur la situation de Joe Biden, sur la situation de ces documents confidentiels découverts à son domicile. Et cela provoque une tempête à la Maison-Blanche. Oui, regardez, on va analyser de près ce que dit la presse américaine. Philomène, regardez ce titre de The American Spectator. Drip, 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 qu'on pourrait traduire par ploc, ploc, comme des gouttes qui tomberaient à intervalles réguliers. À chaque jour, ces nouvelles révélations qui plongent donc le président des États-Unis dans l'embarras. Ça, c'est le point de vue du côté de la presse conservatrice. Du côté du Washington Post, eh bien, ces révélations sont du pain béni pour les républicains. Les républicains qui, je le rappelle, viennent de se déchirer publiquement sur la nomination de leur speaker à la Chambre des représentants. Autrement dit, d'après le Washington Post, si les faits, pour l'instant, semblent non compromettants, tout est bon pour attaquer sur le plan politique le président américain. Du côté du New York Times, eh bien, le journal dresse le portrait de celui qui sera, donc de l'avocat spécial, qui sera chargé d'enquêter sur la gestion par Joe Biden de ces fameux documents. Il s'appelle Robert Hur. C'est un ancien procureur du Maryland. Il est salué pour sa poigne, notamment lorsqu'il a fait face aux pressions du précédent pouvoir lors de l'enquête sur les éventuelles collusions entre Donald Trump et la Russie. Et puisque, Julien, nous parlons de Donald Trump, est-ce que cette affaire est comparable à celle qui concerne l'ancien président américain? Alors, d'après le Washington Post, sur le plan judiciaire, non pour l'instant, car du côté de Donald Trump, qui lui aussi est mêlé au même type d'affaires, il y avait, nous dit le journal, volonté de faire obstruction à la justice, contrairement à Joe Biden, qui lui a de lui-même averti les autorités de l'existence de ces documents. Mais, comme je vous le disais, sur le plan politique, eh bien, le mal est fait, ce qui donne ce dessin du Washington Post avec un Donald Trump conseillant, je vais traduire rapidement, à Joe Biden, si tu avais été aussi intelligent que moi, eh bien, tu aurais fait comme moi, tu aurais déclassifié ces documents en y pensant seulement. C'est ce qu'il avait notamment déclaré à la justice. La France maintenant, Julien, on revient sur cette enquête qui crée du remous dans la classe politique française. C'est la suite de l'enquête justement menée par Libération sur des soupçons de corruption au Congo-Brazzaville. Effectivement, deuxième épisode de cette longue enquête dévoilée par Libération. Elle décrit en détail le détournement supposé des revenus du pétrole du pays au profit de certains proches du président Sassou Nguesso. Eh bien, l'un de ses proches, on apprend aujourd'hui, serait aussi mêlé à une affaire de tentative, dit-on, de financement de partis politiques français. Ça s'appelle le Premier ministre, le conseiller et les millions congolais. Et le Premier ministre en question, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Manuel Valls, ancien Premier ministre sous François Hollande, qui, d'après le conseiller, aurait tenté de faire financer sa campagne présidentielle à hauteur de 2 millions d'euros. Ça, ce sont des informations que la justice a obtenues en procédant à des écoutes sur le téléphone personnel du dit conseiller congolais. Du côté de Manuel Valls, on réfute totalement ces allégations. Même refrain du côté de l'homme d'affaires. Il y a tout de même cette phrase étrange que les policiers avaient enregistrée. Je cite, avec ce genre de personnalité, donc en parlant de Manuel Valls, le risque est que tout cela soit révélé au grand jour, mais qui ne risque rien n'a rien. Fin de citation. La France toujours avec cette autre question qui fait débat, Julien. Est-ce qu'il faut revenir à l'uniforme dans les écoles ? C'est toute la question. Faut-il le rendre obligatoire? Question simple, mais réponse complexe, nous dit le Parisien. Débat relancé par la première dame Brigitte Macron dans une récente interview. À l'origine, je le rappelle, l'uniforme est censé gommer les différences sociales entre élèves, comme on le voit ici dans un lycée de Seine-et-Marne, dans un collège de Seine-et-Marne. Sauf que deux camps s'opposent, ceux qui pensent que c'est efficace et ceux qui, comme au ministère de l'Éducation nationale, pensent que cette égalité, je cite, de façade pourrait être déjouée par des accessoires ou des comportements. Et pourquoi est-ce que cela fait débat dans la classe politique ? Eh bien, tout simplement parce que cette idée n'est pas nouvelle et surtout qu'elle a été récemment remise au goût du jour par la droite et surtout par l'extrême droite et le Rassemblement national qui, le jour même de l'interview de Brigitte Macron, a déposé une proposition de loi en ce sens. Coïncidence ou non, la déclaration de la Première Dame est déjà exploitée par l'opposition, évidemment. Du côté de la droite, on dit qu'au moins ce sera une cause sur laquelle on pourra se retrouver et forcément regarder dans l'opinion. Tout ça crée le malaise, même
le souk, nous dit l'opinion dans la majorité présidentielle, parce qu'au sein même du parti de la présidentielle, eh bien, il y a aussi débat. On a appris qu'en décembre dernier, une dizaine de députés Renaissance voulaient déposer une proposition de loi en ce sens, sauf que depuis, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, s'y refuse complètement. Cela a donc ravivé une querelle interne entre, d'un côté, on peut dire presque, l'Élysée et le ministère de l'Éducation. On laisse les uniformes dans les écoles pour changer totalement de sujet pour se quitter, Julien Cheïda. On va évoquer cette annonce qui agite le cyclisme français. On parle de la retraite prochaine de Thibaut Pinot. Oui, ce sera pour la fin de la saison. À 33 ans, donc, le cycliste français va tirer sa révérence avec un soulagement, dit-il. Je n'ai jamais voulu de cette vie de champion. Alors, est-ce que la pression était trop forte à vouloir toujours faire de lui le successeur désigné, tant recherché plutôt, de Bernard Hinault, qui était donc le dernier Français à gagner le Tour de France en 1985. Finalement, dit-il, je ne l'ai jamais gagné. Et finalement, pour moi, c'est mieux comme ça. Et je vais, dit-il, enfin pouvoir connaître la vraie vie. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Bonne chance. Merci beaucoup. Julien Cheïda, c'était votre revue de presse à retrouver sur les plateformes habituelles.